nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM, l'émission Le Nouvel Entrepreneur. On a encore 4 émissions avant les vacances, incluant celle-ci. Donc encore de belles occasions de mettre en avant et de présenter des entrepreneurs, des parcours et aussi des accompagnants et des accompagnements pour la créa et ensuite le pilotage de l'entreprise. Je m'excuse d'avance parce que je suis très malade, donc vous allez certainement m'entendre racler grassement ma gorge, tousser et faire plein d'autres sons bizarres, mais je ferai de mon mieux pour ne pas mourir en direct. Et je voulais commencer avec une intro. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'intro sur l'émission et j'ai retrouvé un vieux texte et puisqu'il est là, autant le lire. Un petit point vocabulaire avant, puisque sinon je risque de perdre beaucoup de gens. Sur le référencement d'un site web, il y a le SERP. Le SERP, c'est la page qui affiche les résultats d'une recherche. Donc si je tape chaussures Aix-les-Bains, je vais avoir une page qui va m'indiquer tous les magasins de chaussures Aix-les-Bains. Cette page, elle s'appelle SERP. Et pour les besoins du texte, on va l'appeler SERP. Ensuite, il y a le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. Donc là, on active plein de petits leviers pour favoriser le positionnement de notre site web sur la fameuse page SERP. Et le SEO, on va l'appeler SEO. Et il y a le SEA à l'opposé, où là c'est le référencement payant, donc on va payer pour avoir une meilleure place sur la page. Et donc le SEA, on va l'appeler CA. Donc on a SERP, CO et CA, et donc le texte s'appelle CO et autres bizarreries. Dans le monde moderne du 3e millénaire, les noms barbares ne manquent pas, nés de l'anglicisme grandissant et envahissant notre vocabulaire à nous, héritiers de Molière. Et quand, en plus, au franglais se mêle le goût des acronymes, ça sent le sapin à travers le pare-brise. Tous les secteurs semblent touchés, et le web plus encore que les autres. Entre les inbounds, les add-ons, les templates, pas facile pour le francophone non bilingue de s'y retrouver. Il peut arriver, lors d'un dîner parisien, que ce dernier soit incapable de savoir si la discussion porte sur la technologie, la littérature ou les travers de porc. Il s'imagine parfois qu'on lui parle d'un feuilleton à l'eau de rose et aux personnages fougueusement dramatiques parmi lesquels 2 rivaux se disputent les faveurs de la belle et mystérieuse SERP. L'un d'eux, CO, est très attentionné et fournit de grands efforts pour séduire l'objet de son transport. Il obtient quelques attentions de la part de SERP, mais ne peut rien contre le riche et puissant CA qui dépense sans compter et couvre sa bien-aimée de prélèvements CB et autres transferts PayPal. CO se dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il nourrit de sérieux doutes lorsque SERP et CA marchent dans la main, s'éloignant dans le soleil couchant à l'horizon flamboyant, le laissant loin derrière, peut-être à la 4e page du moteur de recherche. Notre francophone non bilingue comprend que tout n'est pas perdu pour CO. Il peut défendre ses chances face à l'opulent CA, mais pour cela, il faut opérer une remise en question sincère et faire le point sur ses faiblesses. Les convives du fameux dîner parisien disent qu'avec l'aide et le soutien d'un consultant, une sorte de coach, pour pointer ses défauts, les corriger et remotiver, il pourrait se remettre en forme et obtenir de bien meilleurs résultats. CO devrait vraiment s'y mettre, se dit notre francophone non bilingue. S'il a les moyens de conquérir le cœur de SERP et passer devant CA, il doit mettre le paquet. C'est à ça que je sers, c'est mon métier, dit alors l'un des convives. Étrange, se dit notre francophone non bilingue. Il est pas très charpenté pour un coach. Cela illustre bien l'adage. Tout ne se fait pas avec les bras. La tête peut, elle aussi, planter des clous. Il se demande si c'est de Confucius ou de la Mano Negra. Il se demande combien de verres il a bu. Il rentre chez lui en VTC parce que le taxi n'a pas d'acronyme branché et que son taux d'alcoolémie pourrait être la note moyenne d'un chauffeur Uber. Après s'être lamentablement vautré sur son lit, tout habillé, il s'endort en sachant que CO pourra finalement se battre sur le même terrain que CA. Il se dit que c'est quand même bien fait tout ça. Il sombre heureux que CO devienne un jour un sombrero. Je vous laisserai m'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Magnifique. La morale de l'histoire, c'est que si vous ne le savez pas, alors oui, il y a la possibilité de payer pour être référencé avec le SEA, mais il arrive, et c'est souvent, quand c'est bien fait, que des pages non référencées en SEA dépassent les positionnements de ceux qui payent juste parce que le SEO, le référencement naturel gratuit, est au top du top. Donc penchez-vous là-dessus avant de dépenser de l'argent pour tout et rien. Et on va passer réellement à l'émission maintenant. 3 invités aujourd'hui, 100% féminins encore une fois. Cette émission a un problème, je crois, Jean-Pierre. Il va falloir travailler là-dessus. Donc, on a 3 femmes aujourd'hui et on va commencer avec Charlotte de Lollipom. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être là. Ça s'entend. C'est ça. Alors, on va se mettre bien près du micro. Oui. Charlotte, on va commencer par la question de toutes ces émissions.
Avant d'arriver à ce que vous faites maintenant et à ce que vous proposez, on va commencer par le parcours. Qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça ? Et avant tout ça, très jeune en fait, j'ai voulu faire de la création et je me suis dirigée vers des études de graphisme. J'ai fait un BTS de communication visuelle à Lyon. Mmh. Et après, j'ai travaillé un peu dans des agences de communication. Et assez vite, je me suis mise à mon compte. Et j'ai monté mon entreprise de communication graphique. Ça, c'est fait quand, ça ? C'est récent ? Non, c'était il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Ah, quand même ? Oui. Alors déjà, bravo. Merci. 10 ans, c'est pas rien ? Non. Et comment ça s'est passé, cette transition de se dire « je vais me mettre à mon compte » ? C'était, j'avais envie de gérer en fait des projets toute seule, de A à Z. Et c'est une grande satisfaction quand on y arrive et qu'on prend soin de ses clients, de ses projets. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment extra, quoi. Je le recommande. Oui, le déclencheur, ça a vraiment été de pouvoir travailler comme vous le voulez. C'est ça, oui. Ouais, c'est souvent un gros motivateur, celui-là. Ouais, et d'aboutir vraiment des projets complets et voilà. Est-ce qu'il y a eu des peurs quand même à ce moment-là ? Au début, toujours un petit peu. On se demande si on va trouver des clients. Ouais. Et puis finalement, il y a une dizaine d'années, c'est vrai que les gens étaient Voilà, il y a eu un peu moins de concurrence aussi au niveau du graphisme. On allait rencontrer les gens. Bon, bien sûr, il y avait déjà Internet, mais le contact était plus facile en fait. D'accord. Voilà. Donc je pense que pour moi, c'était la bonne période pour travailler de cette façon. Ok. Alors, on va passer à l'actualité pour le coup. Oui. Donc, Lolypom, c'est quoi ? Alors, Lolypom, c'est né en 2020. On était tous un petit peu en jachère, on va dire. En 2020, c'était un peu compliqué. C'était une période calme, on ne sait pas pourquoi. Oui, voilà. Et puis, en fait, moi, à un moment, j'ai dû réaliser des photos de décoration d'intérieur. Et en fait, je trouvais ça assez ennuyeux. Et un jour, en fait, j'ai commencé à photographier des jouets derrière les objets, des petits personnages. Et je me dis, mais ça, c'est marrant parce que tout de suite, ça amène un truc... c'est différent, quoi. Il y a un truc qui me plaît là-dedans. Et en fait, j'ai toujours adoré les petites figurines. Voilà, c'est vraiment un univers qui me parle. Et je me suis lancée, j'ai commencé à raconter une histoire sur Instagram d'un tout petit chat qui se promenait en fait dans la maison. Ouais. Tous les jours, il vivait une aventure. Donc, il y avait 2, 3, 4 photos sur ce qu'il vivait pendant sa journée. Et c'était très poétique. Il rencontrait d'autres petits personnages au fil de... il vivait plein de choses. Ouais. Et donc ça m'a bien amusée pendant quelques semaines. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas des vraies mises en scène, un peu avec des jouets différents ? Et je me suis un peu renseignée et j'ai vu qu'en effet, la toy photographie, c'est une vraie discipline de photographe. Et en France, c'est pas très connu. Par contre, il y a des photographes aux États-Unis qui font ce job-là et notamment un Californien qui travaille pour des marques énormes comme Marvel, Pixar, et qui fait des photos vraiment géniales, quoi. Et je me suis dit, c'est tout un monde qui s'est ouvert pour moi. Je me dis, allez, lance-toi, puisque t'aimes ça, puisque t'as un peu d'imagination, vas-y, quoi. Et c'était parti. Pour l'aventure Lolypom. Et c'est vrai que je me retrouve complètement dans ce travail. Et je pense que j'ai été très influencée, en fait, par... toute petite, déjà, j'avais des livres illustrés qui me parlaient. Enfin, je me rappelle d'un livre tout simple, en fait. C'était l'histoire d'un petit jardinier qui était miniature, en fait, et qui vivait dans un jardin.
Et il était tout petit. En fait, il vivait sous les feuilles, sous les plantes du potager. Et du coup, il passait toute une journée à aller chercher une seule tomate dans une brouette. Ça me fascinait, en fait, ce monde miniature. Là, je trouvais ça génial. Et après, il y a le cinéma aussi, avec des films comme La Famille, là, où le père est scientifique et du coup, il fait rétrécir ses enfants. Ah oui. Je trouvais ça super. Je me souviens bien de la scène où il y a un des enfants où plusieurs, ils tombent dans un bol de céréales, quoi, avec le lait et tout. Ça aussi, ça m'avait... Je dis, mais c'est génial. En fait, ce que j'adore, c'est la disproportion, quoi, entre les objets du quotidien et les tout petits personnages qui gravitent autour. Je trouve ça super. Et le nom Lolipom, ça vient d'où? Lolipom, en fait, pomme, si j'aime bien ce mot-là, ça m'a inspiré. Et c'était un peu, moi je voulais quelque chose d'assez mignon, un peu, doux en fait. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Oui. Alors du coup, à qui on s'adresse avec Lolipom? C'est qui les clients, la cible? En fait, ça peut... Il y a des gens qui me confient des objets à eux, des miniatures, et qui me disent, j'aimerais par exemple avoir une photo avec cette miniature, cette figurine que j'aime beaucoup, et avec quelque chose qui me tient à cœur dans la vie, faites-moi une mise en scène. Ça peut être ça. Donc là, on part sur des trucs très personnels. Mais parce que les figurines, les jouets, c'est complètement universel et ça parle d'enfance et c'est très très nostalgique en fait. Un jouet, c'est pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ce monde-là, c'est vrai que ça peut parler. Ça peut parler à plein de gens en fait. Donc les prestations, ça serait quoi? C'est plutôt les clients qui disent j'aimerais qu'on fasse ça, ou des fois on vient avec pas d'idée particulière et du coup c'est à vous de proposer des choses? Oui, voilà, en fonction du personnage, voir un peu ce qu'on peut lui faire vivre comme nouvelle vie en photo. Et puis on sait jamais où on va aller. C'est toujours un peu, c'est ça la magie de la photo, du jouet, c'est que et puis on essaye, moi j'essaye de travailler avec très peu d'objets. Sur une photo, il y a très peu de choses en fait. Il faut juste avoir la touche, il faut trouver l'idée quoi, qui va être percutante. Et là on va se dire, ah oui, j'ai compris l'histoire. Après on se raconte l'histoire qu'on veut quand on regarde les photos. Mais il faut avec très peu de choses, il faut que ça raconte une histoire. Par exemple, une mission qui vous a marqué particulièrement? Une mission, oui, je veux pas trop dévoiler trop de choses, mais j'ai une personne, qui m'a commandé des photos pour décorer sa bibliothèque, par exemple. Avec 4 ou 5 thèmes qui lui tenaient vraiment à cœur et un jouet qui vraiment lui parlait. D'accord. Et du coup, on est parti. C'est super parce que justement, on ne sait pas où on va aller et au bout de quelques semaines de travail, la personne, elle reçoit ses photos et elle est très émue, quoi. Donc voilà. Il y a cet échange-là aussi. Oui, c'est vraiment... c'est un travail... ça parle en fait. Alors on va marquer la première pause. Comment on fait pour vous joindre? Comment on contacte Lolipom pour nos projets? On peut me contacter. J'ai un petit compte Instagram que j'alimente pas tous les jours parce que je trouve que c'est bien aussi de se préserver un petit peu. Et qui s'appelle Lolipom. Lolipom Production, voilà. Lolipom Production. Voilà, c'est ça. Et puis là, vous me demandiez les dernières actus là, avec Riviera des Alpes. On a développé un modèle de carte. D'accord. Avec un petit personnage, un petit chat. Et du coup, c'était un joli projet aussi pour Lolipom
je trouve que c'était un bel aboutissement pour ma marque. Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, qui d'ailleurs est partenaire de la radio, je crois. Oui, hein. Donc oui, bonjour à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et on va marquer la première pause. On se retrouve juste après pour continuer l'émission. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour, deuxième partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Avec à la technique, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, c'est l'homme de l'ombre, mais qu'est-ce qu'il est magique. Jean-Pierre est là, évidemment. On fait coucou, Jean-Pierre. Les gens voient le coucou. Ils voient pas le reste, mais coucou, c'est bon. Et on va enchaîner avec maintenant Opida Communication. Lise, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et Lise Marchetti. On le prononce correctement. Voilà. Très bien, vous l'avez bien prononcé. Je fais tout ce que je peux. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être ici, d'être à Radio Grand Lac. Donc, je m'appelle Lise Marchetti. J'habite à Aix-les-Bains. Je suis donc consultante en communication et j'ai créé Opida Communication il y a maintenant 3 ans. 3 ans, ok. Bravo aussi. Merci. Bientôt les 10. Oui, j'espère. Il n'y a pas de raison. J'espère. Donc, je propose des prestations en communication, print et web, pour des structures publiques et privées. Et j'accompagne ces prestations, évidemment, de conseils en communication. Donc, dans le détail, j'ai 3 grands domaines d'intervention. Le web design, donc je propose des refontes et des créations de sites internet. Ensuite, tout ce qui est print, donc je fais tout type de support print, flyers, affiches, mais j'ai une spécialité qui est plutôt les magazines et les journaux. D'accord. Notamment les journaux municipaux. Et je propose aussi de l'identité visuelle, donc création ou refonte d'identité visuelle. Ok. Voilà. Donc toutes ces prestations donc sont accompagnées, comme je le disais, de conseils. Et je propose en fait un service complet de A à Z. Donc j'accompagne le projet vraiment de A à Z, de la préparation de l'idée en fait et du besoin que je précise si le client n'a pas une idée précise de ce qu'il souhaite. Pour ce qui est du print, par exemple, ça va de la création de la maquette, de la ligne éditoriale, la rédaction ou du rewriting aussi, de la réécriture, la PAO, voilà, je fais tout et évidemment tout est accompagné d'un rétro-planning, d'un chemin de fer, voilà, donc tout est bordé, cadré pour que le client se sente sur des rails. Alors il y a une tradition ici, c'est que dès qu'on dit un gros mot, faut l'expliquer. Donc la PAO. La PAO, c'est de la publication assistée par ordinateur. Donc c'est la mise en page pour être précis. Voilà, la mise en page d'un document. Alors comment ça s'est créé tout ça ? Alors, comment tout ça s'est créé ? Donc, tout ça, déjà, c'est ça. On va repartir de mes études, parce que tout simplement, c'est un bon moyen pour donc, le CP, c'était en quelle année ? Alors, le CP, c'était en... Non, je vais pas dévoiler. Non. Je vais pas dévoiler ça. Non, par contre, on peut partir déjà de ma dernière année d'études. Donc, c'est j'ai fait un Master 2 en communication, donc plus précisément LEA, donc langue étrangère appliquée à la communication en entreprise. Donc, mes 2 langues, c'était l'anglais et l'espagnol. Donc j'ai au cours de mes études, j'ai fait différents voyages, donc j'en parle parce que c'est aussi une de mes passions, c'est une passion un peu courante, mais voilà. Et donc suite à ces études de communication, donc j'ai travaillé dans différentes entreprises privées et publiques. J'ai un peu plus un profil plus public dans ma carrière professionnelle, ce qui fait que en fait Opida Communication est né un petit peu de cette expérience-là. Puisque au cours de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans des collectivités et je me suis vite aperçue que les petites collectivités avaient un besoin en communication qui n'était pas comblé, tout simplement parce que c'est compliqué pour une petite collectivité d'avoir la ressource en RH, on va dire, et financière pour se payer des supports de communication. Donc j'ai eu ce constat, au cours, on va dire, de ma carrière professionnelle. Et puis j'ai eu aussi l'envie de me sentir utile et d'œuvrer pour plusieurs collectivités. Donc en fait tout ça s'est mis en place au fil du temps et j'ai fini par vraiment avoir envie de créer ma structure pour proposer ce type de service. Voilà. Donc c'était vraiment dans la droite fil de mes études et de ma vie professionnelle. Le pas qu'on saute pour passer à l'entrepreneuriat, la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait quand même
cette fameuse peur de et si j'y arrive pas, et si j'ai pas de clients, ou au contraire vraiment dans un mouvement positif à se dire c'est génial, je vais tout casser, je sais pas. En fait, je dirais que ça dépend d'un moment à l'autre déjà, parce que si on se lance, c'est qu'on a l'envie et qu'on espère effectivement avoir tout plein de clients et que ça se passe très bien, mais pour être parfaitement honnête, je connais aucun entrepreneur qui ne se soit pas dit bon, et si ça se passe mal, et si c'est compliqué, si je n'ai pas de clients. C'est forcément, on passe par des phases de doute, mais l'envie est là, et l'envie de créer quelque chose, de monter sa structure est là, et du coup c'est plus fort que tout, et puis ça dépasse les doutes, et on se lance. Et moi je me suis lancée comme Charlotte, en fait je me suis lancée vraiment en 2020, donc dans une période qui était spéciale, qui n'était pas forcément propice, mais voilà, j'ai eu envie c'est justement, je pense, avec le confinement, une petite introspection, une envie de faire autre chose et de créer sa structure. Ça s'est passé comme ça. Alors du coup, chez Opida, on a du site web, on a de l'identité graphique et on a du print. Oui, identité visuelle et print. Voilà, les trois. Pour les entrepreneurs ou porteurs de projets qui écouteraient l'émission, est-ce qu'on peut expliquer un peu pourquoi il va être important de passer par Opida Communication, par exemple, pour s'occuper de ces aspects-là et pas forcément essayer de tout faire tout seul? Alors, tout simplement, en fait, faire appel à Opida Communication, c'est faire appel à quelqu'un qui s'occupe de la communication déjà à 360 degrés, comme on dit, c'est-à-dire print et digital. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que s'entourer des bons prestataires permet d'être beaucoup plus efficace et plus rapide, et pour atteindre ses objectifs plus rapidement. Après, c'est vrai que moi j'ai deux types de clientèle. Donc j'ai des structures publiques comme les collectivités, mais j'ai aussi pas mal de clients dans le privé, notamment des agences immobilières, des entreprises privées qui font appel à moi. Et c'est beaucoup identité visuelle et web, pour ce volet-là. Et c'est vrai que l'accompagnement est vraiment de A à Z. Et moi, je suis l'interlocuteur unique. Donc, je pense aussi que c'est important. Ouais. C'est la différence avec une structure plus grande, une agence de communication où finalement, on n'a peut-être pas forcément un interlocuteur privilégié. Donc là, c'est vrai que en tout cas, c'est le feedback que j'ai de mes clients, c'est que c'est agréable pour eux de ce point de vue-là. L'identité visuelle. Oui. Pour faire un point. Imaginons, moi je ne connais rien à ça. J'ai envie de monter une entreprise, je sais pas, moi je connais mon métier, je le fais bien, et j'ai envie de monter ma boîte, mais par contre tous ces aspects-là, ça ne me parle absolument pas. Ça va être quoi l'identité visuelle, et en quoi ça va vraiment être important ou déterminant pour la suite? Alors l'identité visuelle, c'est pour résumer, pour être un petit peu plus, on va dire concret, c'est d'abord le logo. Donc on va partir de là, on va partir déjà du nom de la société, de l'environnement de la société, de la thématique. Donc pour une agence immobilière, on va avoir une certaine thématique, par exemple. Il faut savoir que au niveau de différents secteurs, on va avoir pour créer justement un logo et une identité visuelle. Il va falloir avoir des thématiques. Ces thématiques sont liées à certaines couleurs, à certaines polices aussi d'écriture, à certaines typos. Et donc après le travail se fait comme ça, et le travail se fait en lien évidemment étroit avec le client, qui peut avoir une idée très précise de ce qu'il veut, ou alors pas du tout. Donc ça arrive aussi. Le client qui n'a aucune idée de ce qu'il veut, et là on propose un accompagnement plus complet. Et c'est hyper important parce qu'effectivement on entend tellement de choses, il y a plein de gens qui essayent de tout gérer tout seul parce qu'ils voient des tutos sur YouTube ou ils lisent ceci, cela sur les réseaux sociaux. Mais l'expertise, quand on fait appel à quelqu'un, déjà d'une, on sait où on va, on a quelqu'un qui comprend tout ça, qui va en plus nous l'expliquer, donc c'est plutôt bien. Mais surtout, ce que vous disiez, c'est hyper important, c'est cet accompagnement vraiment en quelque sorte sur mesure. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'était important justement d'accompagner les clients sur mesure, de répondre à leurs attentes et tout simplement des fois de faire naître leurs attentes parce que ils ressentent un besoin, mais ils n'ont pas encore bien le contour de ce qu'ils veulent, et les accompagner pour justement définir leur idée, leur projet. Ça me paraît très important. Je vais partir sur le site web. Un bon site web, qu'est-ce que c'est ?
Alors un bon on est site parti web. pour 3 jours. Oui. Alors après un bon site web, ça dépend. Il y a des caractéristiques communes bien évidemment, mais après ça dépend aussi du secteur. Ça dépend de l'objectif tout simplement du site. Est-ce que c'est un site marchand? Est-ce que c'est un site uniquement vitrine? Donc déjà là on a des différences. Après, je dirais que on va dire les caractéristiques communes d'un bon site web, c'est déjà qu'il soit clair, facile d'accès, qu'il soit évidemment responsive. Alors responsive, ça veut dire qu'il s'adapte, aux différents supports. Bien joué. Voilà, que ce soit mobile. C'est vrai que maintenant, on navigue beaucoup plus avec notre mobile sur le web que sur un ordinateur classique. Et après, il faut qu'il au niveau graphisme déjà, il faut aussi qu'il transparaisse l'identité qu'il laisse transparaître l'identité de l'entreprise. Donc voilà, après, comme je vous disais, ça dépend de l'objectif du site et objectif qu'il faut définir bien évidemment à l'avance et de l'objectif principal de l'entreprise. D'accord. Je regarde, on en est où? C'est bon. On a encore 2 minutes. D'accord. Vous êtes sur Aix-les-Bains, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est quoi le secteur? On peut vous appeler de n'importe où ou Alors, mon secteur, c'est principalement la Savoie. Oui. J'ai quand même des clients en Isère. Donc après, voilà, je dirais principalement mon secteur, c'est Annecy, enfin Haute-Savoie. Haute-Savoie, Savoie, Isère, principalement. Voilà. Après, comme je vous disais, donc les structures, moi je travaille pour des structures publiques, privées. Oui. Donc voilà. Comment ça se passe avec le public? C'est quoi les demandes en général? Alors, les demandes sont moi j'ai des demandes web, de refonte de sites web, parce qu'en général, les collectivités ont leur site. Bon, il y en a quelques-unes qui n'en ont pas encore, hein. Mais en général, donc c'est des refontes de sites web qui sont vraiment des fois très archaïques, mais voilà, ça dépend. Et j'ai aussi beaucoup de demandes de magazines, donc de bulletins municipaux pour les petites communes, on va dire, ou magazines, journaux municipaux. Donc voilà, un support encore print, parce que la collectivité souhaite s'adresser à tous les âges. Et voilà, le support print est encore important pour ces communes-là. D'accord. Comment on vous contacte? Alors, on peut me contacter par mail, tout simplement. Oui. Donc, c'est contact@opidacommunication.com. Il y a 2 P, je crois. Opida, il y a 2 P. Oui. Il y a un seul D. Et puis après, communication au singulier. Voilà. Un site web, j'imagine? Oui, j'ai un site web également aussi. C'est opidacommunication.com, tout simplement. Ok. Et éventuellement, des réseaux sociaux? Oui, LinkedIn, Ouais, LinkedIn et Instagram aussi. Donc pareil, Opida Communication ou Lise Marchetti, j'ai les deux. Donc ça va, j'ai une bonne visibilité. Faites les deux, vous serez sûr. Voilà. Voilà. Vous serez sûr de votre coup. On va marquer la deuxième pause et on se retrouve juste après la pub et la musique. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour, Radio Grand Lac 92.1 FM et Le Nouvel Entrepreneur, avec notre 3e invité qui a des pages et des pages de choses à nous dire. Louisa, bonjour. Bonjour Karim. Donc Louisa Halil de Jobertech. On le dit à l'américaine ou c'est Jobertech ou Jobertech? Jobertech. On le dit à l'américaine. Okay. Absolument. Alors, on se rapproche un tout petit peu. Ouais, parfait. Donc, je crois que tout est bien préparé. Je ne veux pas du coup déstabiliser tout ce qui a été prévu. Je vous laisse attaquer. Merci Karim. Merci pour ton invitation, pour votre invitation Karim. Oui, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, s'il vous plaît. Absolument. Merci. Absolument. Ce matin, et donc je m'appelle Louisa Halil, entrepreneur et professionnelle du recrutement dans le secteur informatique. Et donc j'ai créé ma société l'année passée dans ce domaine pour recruter via une plateforme de mise en relation entre les entreprises qui recrutent des informaticiens et des candidats à l'informatique. Je développe actuellement cette plateforme de mise en relation dans le recrutement IT entre les entreprises et les candidats avec une approche par affinité pour donner du sens à nos recrutements et remettre les candidats au bon endroit selon les valeurs de chacun. Mm-hmm. Donc l'idée de départ est partie de mon constat personnel. J'étais dans une impasse professionnelle et insatisfaite. La manière dont je recrutais ne correspondait plus à ma façon de voir les choses.
Et je n'étais plus motivée en me levant le matin. Mes journées n'avaient plus vraiment de sens pour aller travailler. Et étant donné qu'on passe beaucoup de temps au travail, je me suis dit que si nous ne travaillons pas dans le cadre qui corresponde à ce que l'on est, nous ne pouvons pas nous épanouir et accéder à nos aspirations, trouver du sens quand on se lève le matin, ainsi qu'un équilibre personnel et professionnel. J'approuve ce message. Merci. Je vous en prie. Donc voilà, je suis partie sur cette idée et donc JobberTech, c'est le nom de ma plateforme et de ma société qui propose une offre de service d'accompagnement pour préparer les candidats aussi bien sur les aspects personnels que professionnels, car nous ne pouvons pas décorréler les deux. Si le côté personnel ne va pas, ça impactera forcément la vie professionnelle et inversement. Donc l'idée est de proposer aux candidats d'aller vers nos coachs selon leurs besoins. Donc nous proposons du job coaching pour préparer aux entretiens, revoir les CV, revoir la partie verbale, non verbale. Et nous proposons aussi l'opportunité d'avoir l'accès à des coachs partenaires, donc des coachs de vie sportifs, des praticiens en neurosciences, en hypnose, en énergie, des spécialistes en alignement personnel et professionnel. Et pour les entreprises, nous proposons également une offre de service qui permet de mieux comprendre les attentes du marché actuel avec une offre de consulting autour de la marque employeur et de la stratégie de recrutement. Donc toutes ces offres de services annexes au recrutement permettent simplement de s'adapter d'un côté comme d'un autre à notre temps dans l'optique de créer des collaborations durables. Ouais, là, c'est du recrutement plus quoi. Absolument. Et puis c'est surtout pour s'adapter au marché actuel, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la pandémie. Effectivement que depuis la pandémie, on a tous fait des constats personnels, parce qu'on a eu le temps finalement de prendre un peu de recul et de se questionner sur les choses essentielles. Et c'est vrai que moi, mon constat, il est parti de là, c'est de me dire aujourd'hui... La façon de faire, elle me va plus, elle me correspond plus. Et en parlant avec d'autres, ça a été le cas aussi. Je parle avec des acteurs en entreprise, donc qui recrutent, et des acteurs, enfin des candidats aussi qui eux recherchent une opportunité qui se cale complètement à leurs aspirations. Et c'est vrai que ça allait plus du tout. Donc je suis partie de cette idée-là. Ok. Intervient donc JobberTech. Voilà, donc JobberTech. Ça y est, j'ai mis le bazar dans les notes. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excusez-moi, Karim, j'ai le tutoiement très facile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Par exemple, moi j'ai vraiment l'impression, déjà avec tout ce que vous avez dit jusque-là, que le recrutement a énormément changé déjà à la base. Oui. Absolument, le recrutement a énormément changé et justement aujourd'hui on peut plus continuer à recruter de cette manière-là. D'ailleurs on l'a vu, il y a des mouvements qui se sont fait entendre. Alors on les a appelés différemment, que ce soit avec des termes francophones ou anglophones, le big quit, le quiet quitting. Donc en français, ça va être la démission silencieuse ou la grande démission. Et on peut pas le nier, c'est arrivé des États-Unis et c'est arrivé derrière en France et en Europe, en Suisse et partout ailleurs, avec des envies de voir aujourd'hui le travail non plus comme un boulot, mais en fait un travail qui soit épanouissant au quotidien. Et tout le monde a besoin de trouver du sens. Donc quand on fait, moi aujourd'hui, quand j'ai créé JobberTech l'année dernière, c'est de me dire, je veux créer quelque chose qui me donne du sens. Et aujourd'hui, l'idée de ce que j'ai créé, c'est de pouvoir donner du sens à tous les acteurs qui viendront nous voir chez JobberTech. Donc voilà, c'est vraiment un souhait profond. Et pour ma part, c'est un souhait de faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire d'accompagner aussi bien les entreprises que les candidats à faire quelque chose qui donne du sens. Et j'ai choisi un job, en tout cas c'est mon job aujourd'hui. J'ai choisi d'aller dans ce sens-là, d'entreprendre dans ce sens-là, pour donner du sens à ce que je fais moi dans un premier temps, mais ça doit transpirer via ma plateforme. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ma plateforme qui est
en phase de test en ce moment. Donc elle va être en ligne. Donc on fait un développement from scratch, qui part de zéro. Donc c'est énormément de travail. Je pense que les développeurs qui écoutent savent de quoi on parle. Donc voilà, il y a des bugs et puis ça part et ça revient et voilà, on fait évoluer les choses. Donc ça a été un choix technique de ma part. Et du coup, on va mettre en ligne la plateforme incessamment sous peu. Le site vitrine est prêt, mais il y a une plateforme qui va présenter un certain nombre en back-office d'options, aussi bien pour les candidats que pour les entreprises, pour pouvoir justement recruter différemment et par affinité. Donc, typiquement, on va pouvoir très très vite, donc dans quelques semaines, quand la plateforme JobberTech sera en ligne, pouvoir définir l'état d'esprit des parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en réalité, ce qui fonctionne pas quand on recrute, c'est l'état d'esprit, donc c'est la partie soft skills. Donc l'idée chez JobberTech, c'est de recruter sur la base des soft skills, des valeurs, parce que les valeurs, ça joue beaucoup. Si elles correspondent pas aux valeurs du manager, de l'équipe et aux candidats, ça va pas marcher forcément. Et ça, c'est important. Mais il faut pas oublier l'équipe en place, puisque c'est un travail d'équipe. Et donc, on va définir le mindset des parties prenantes, du candidat, de l'équipe en place et du manager qui recrute, pour voir si tout le monde a les capacités de travailler ensemble, dans toujours cette idée d'avoir des collaborations durables. Moi, j'ai noté 2 gros mots. Soft skills. Ah oui, soft skills. Alors, les compétences personnelles. Ce sont les compétences personnelles. Et le mindset. Le mindset, c'est ce que je disais juste avant, pardon pour ces mots barbares, c'est donc l'état d'esprit. L'état d'esprit de chacun. Et c'est ce qui s'observe beaucoup, le recrutement part de plus en plus maintenant sur les qualités humaines que sur les qualités techniques, j'ai envie de dire. Tant mieux, quelque part aussi, puisque ça ouvre peut-être des portes à ceux qui n'auraient peut-être pas pu accéder à certains jobs, parce qu'il n'y avait pas forcément le CV technique qui allait, mais que la personne correspond totalement. Alors oui, mais on rencontre quand même quelques difficultés, parce que tout le monde est d'accord à l'heure actuelle et de plus en plus pour dire qu'on va partir de la partie compétences personnelles et des valeurs pour pouvoir recruter, sauf que la réalité sur le terrain, et notamment dans le domaine informatique, c'est que ça reste un domaine technique. Donc oui, on a besoin des compétences techniques, c'est évident. On peut pas prendre un développeur sans qu'il sache développer et qu'il connaisse des langages techniques, c'est évident. Mais les entreprises, malgré tout, ont encore beaucoup de peine à se dire, je vais recruter quelqu'un en fonction, un développeur par exemple, ou en tout cas une personne technique, du fait qu'elle ait des valeurs qui me correspondent, des compétences personnelles qui correspondent à ce qu'on recherche, donc une personne qui va pouvoir s'adapter et qui n'a pas forcément toutes ses compétences techniques et pouvoir le faire monter en puissance en interne. Et ça, c'est encore pas dans les mœurs, c'est encore pas dans un automatisme pour les entreprises, et c'est une vraie problématique, parce que en même temps, on n'arrive pas à trouver les compétences, mais en même temps, on peut pas les inventer. Donc, pourquoi pas finalement avoir une approche différente et moins recruter dans l'urgence, et peut-être créer des binômes ou je ne sais quoi, mais en tout cas pouvoir créer une approche différente au sein de l'entreprise pour faire grandir ses talents, plutôt que d'aller prendre quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, puis au bout de quelques mois qui aura aucune évolution et qui s'en ira déjà très vite. Et en plus, c'est un peu difficile ces derniers temps de trouver les bonnes personnes. Alors c'est un peu notre fil rouge depuis le début d'année. On pose la question à tous nos invités. Et là, on est dans le recrutement, donc ça va être intéressant, je pense, d'avoir votre retour. La grande mode, en tout cas le grand phénomène, c'est la semaine de 4 jours. De plus en plus d'entreprises la testent, en tout cas. Certains l'ont déjà testé et adopté, d'autres non. On arrive souvent à la conclusion à chaque émission que c'est peut-être pas non plus adapté à toutes les entreprises de toute façon, mais en termes de recrutement, vous par exemple, est-ce que vous avez des entreprises qui font déjà ça dans vos partenaires ? Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui le proposent, mais
pas forcément parce que ça leur fait plaisir. Alors, il y en a qui vont de l'avant et qui prennent le tournant. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus le choix. D'accord. Et c'est dommage, c'est un peu comme le télétravail avant la pandémie. Il y en a beaucoup à qui on proposait de laisser ne serait-ce qu'une journée de télétravail pour offrir de la flexibilité, pour trouver exactement le talent que ces entreprises voulaient recruter. Et ça a toujours été non. Et aujourd'hui, grâce à la pandémie, parce qu'on va dire ça comme ça, les entreprises offrent beaucoup plus de flexibilité. Donc, le télétravail, c'est devenu obligatoire, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui propose pas 0 jour de télétravail, n'est pas attractive, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans mon domaine, dans l'informatique, les candidats choisissent. Ouais. Et ils ont bien raison, et je pense qu'on ferait tous la même chose. Et la semaine des 4 jours, ça vient s'ajouter en termes d'avantages derrière. Alors, tout le monde ne le pratique pas pour X raisons, mais effectivement, ça reste un des avantages. En tout cas, une certaine attractivité qui peut être offerte aux candidats pour les faire les attirer ces candidats, ces talents chez eux. Puis après, il y a toute la problématique de rétention, donc il faut pouvoir garder ces candidats. C'est aussi compliqué que de les recruter. D'accord. Alors, on a parlé d'une plateforme qui arrive. Comment on fait si on veut en savoir plus sur JobberTech, si on veut entrer en contact ? Alors, c'est très, très simple. Il y a une URL qui existe. Alors, aujourd'hui, le site n'est pas en ligne. Alors, la plateforme n'est pas en ligne, mais le nom de domaine existe. Donc, c'est www.jobbertech.com, JOBERTECH. On accompagne déjà des candidats qui ont envie de changer, d'avancer, de trouver le job idéal, et des entreprises qui cherchent le candidat idéal. Et vous pouvez nous contacter à contact@jobbertech.com. Donc c'est toujours JOBERTECH. Et n'hésitez pas, on sera là pour vous accompagner, que vous soyez candidat dans l'informatique ou une entreprise qui cherche à étoffer son équipe ou à grandir. Merci beaucoup, Louisa. Merci. Pour cette fin d'émission, j'ai une question très ouverte. Et on va tous pouvoir en discuter. C'est quoi, selon vous, aujourd'hui, maintenant, à notre période, l'enjeu principal de l'entrepreneuriat ? On est dans une grosse période de crise à tous les niveaux. Alors, je me permets, pour moi, c'est l'adaptabilité. Et la flexibilité. Je reprends ces avantages que l'entreprise peut offrir. D'ailleurs, c'est quelque chose que probablement, alors en termes de flexibilité, j'offrirais une certaine flexibilité à mes employés, mais pareil pour la semaine de 4 jours, j'y pense. C'est de s'adapter à son marché, en fait, de s'adapter à sa cible. Aujourd'hui, je crois que si on ferme les yeux, qu'on ne prend pas en considération tous ces éléments-là, qu'on ne travaille pas sur sa marque employeur, sur tous les aspects marketing pour pouvoir être attractif. Je pense que les entreprises qui ferment les yeux sur tous ces sujets-là, et il y en a encore beaucoup trop, je pense qu'elles mourront. D'accord. C'est triste à dire, mais effectivement, il faut s'adapter. Alors, si ces entreprises se reconnaissent, n'hésitez pas Faites quelque chose. Voilà. Bougez-vous. S'il vous plaît. Lise, Charlotte ? Alors, si on parle d'auto-entreprise, comme c'est mon cas, moi je parle uniquement pour ce secteur-là que je connais du coup un petit peu. Je dirais que c'est la motivation, l'enjeu principal, rester motivé. Ça c'est plus personnel. Après, il y a aussi la solitude qu'il faut pas nier. Quand on est auto-entrepreneur, on est souvent très seul. Donc, moi, mon conseil, ce serait d'aller dans les réseaux d'entrepreneurs, bouger, sortez, allez poser votre ordinateur dans un espace de coworking, dans un bar, pour ne pas rester seul. On fait des rencontres formidables en plus. Donc c'est vraiment tout bénéfice. Et voilà, donc moi, c'est les deux enjeux, je dirais. Continuer à avoir une motivation suffisante pour maintenir l'entreprise et sortir de la solitude. Voilà, c'est vraiment les deux écueils principaux pour moi. Charlotte ? Moi, l'auto-entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est le travail autrement.
Et dans une vie professionnelle, si on a envie tout d'un coup de réaliser un rêve artistique, où il faut se lancer. C'est pas, rien n'est figé en fait, c'est pas pour toute la vie. On peut se dire, je me donne 2 ans pour réaliser ça parce que ça me tient à cœur. Et si on a les moyens de le faire, je pense qu'il faut se lancer, quoi. Je le recommande vraiment, sans figer les choses, mais au moins de réaliser vraiment ce qui nous tient à cœur. Le salon du nouvel entrepreneur qui aura lieu les 22 et 23 septembre en physique au Manège à Chambéry, mais aussi des conférences en ligne les 2 jours précédents, le 20 et le 21. Ça rejoint ce que vous disiez, Lise, c'est que on va dire le credo du salon, c'est justement de ne pas rester seul. Donc l'idée, on va terminer là-dessus, je pense. Le salon donc revient à Chambéry cette année, il sera aussi l'an prochain à Annecy et Grenoble. Et c'est, pour ceux qui ne l'ont pas connu l'an dernier, c'est le salon, en fait, c'est un catalogue de possibilités. C'est-à-dire qu'on entre dans ce salon, le visiteur, c'est soit un jeune dirigeant. Quand je dis jeune, c'est pas une question d'âge, c'est qu'on n'est pas en place depuis bien longtemps, on n'a pas encore toute la maîtrise des différentes casquettes qu'on doit porter. Et aussi pour les porteurs de projets, parce que du coup, dans le salon, ils vont avoir accès à tout le monde gratuitement. L'entrée est gratuite. Et on a tout ce qu'il nous faut. On a du comptable, de l'assureur, du graphiste, du site web, de la couveuse, il y a vraiment tout ce qui peut aider à avancer sur un projet, que ce soit de la reprise ou de la créa, tout ce qui peut aider à mieux gérer sa boîte peut-être. On a des exposants qui sont vraiment des experts du pilotage et donc ils vont pouvoir, sur des rendez-vous qu'on a appelés le business check-up, ils vont pouvoir faire le point sur la situation de chacun et vraiment les envoyer en contact direct sur le salon, vers les exposants qui ont des solutions pour eux. Il y a aussi du concours de pitch, ça c'est comme l'an dernier, on l'a conservé, avec des lots un peu plus fous que l'an dernier encore, entre autres Common Design, qui est partenaire de l'événement cette année, et qui offre carrément un site web et 1 an de maintenance pour le grand gagnant du concours. Mais on a aussi Generali qui offre 1 an de responsabilité civile pro, on a de la formation, on a de l'accompagnement avec Impulsé, il y a pas mal de choses à prendre en fait. Et on aura des espaces d'animation aussi à l'étage avec un espace speed meeting qui sera géré par le club Carbao de Chambéry et aussi un autre espace qui sera géré le vendredi par Happy Biz Chambéry et le samedi par on ne sait pas encore qui, mais on est dans la période où tout se décide, donc ça viendra très prochainement. Et surtout, la méga nouvelle pour cette nouvelle édition du salon, c'est que cette année, il y a un parrain. Et je suis super fier d'annoncer que c'est la Maison Cavaillé qui va être le partenaire principal, le parrain de l'événement pour cette année. Donc déjà, merci à eux de soutenir l'événement et de jouer le jeu. Et ça veut dire aussi qu'ils auront on va avoir une espèce d'exposition sur place qui retrace vraiment l'historique de la Maison Cavaillé, et il y a des choses à dire. Et on aura aussi une masterclass qu'ils vont nous offrir, où là on parlera de commercialisation et de comment ils ont pénétré le marché des grandes surfaces et toutes ces choses-là, des infos qu'on a rarement, donc c'est hyper intéressant. On aura la soirée des réseaux le vendredi soir, où tous les clubs d'affaires, réseaux, organismes d'accompagnement seront invités à venir présenter leurs activités. Et plein d'autres choses. Le site est déjà en ligne, même s'il n'est pas encore tout à fait complet, puisqu'on travaille en ce moment à l'agenda des ateliers, des conférences. On continue, il nous manque encore quelques exposants, mais on a du temps devant nous, donc ça va se remplir au fil des semaines. Et vous y trouverez déjà beaucoup de choses. Et à jour, toutes les semaines, dès qu'il y a des nouvelles infos, on met ça en ligne. On va terminer là-dessus. Je remercie mes 3 invités. Merci d'avoir été là. Merci Karim. Et non, je vous remercie encore, parce que j'ai encore 20 secondes à faire apparemment. Alors on va faire les 20 secondes. Juste après ça, hier soir, quand même un petit coucou à Patrice Iacovella qui faisait son premier show. Alors je sais pas si on doit appeler ça un show, une conférence ou un spectacle. C'est un mélange de tout, je crois, et c'est quelque chose qui nous emmène dans les émotions. Ça s'appelait d'ailleurs Voyage autour des émotions, je crois. Et c'était très bien fait, c'était à la fois instructif, fun, on se remet un petit peu en question pendant ce spectacle-ci, et c'est vraiment bien dosé, c'est bien écrit,
Donc un gros bravo à lui pour sa première hier soir, et il y en aura une deuxième à Aix-les-Bains puisque ça a eu beaucoup de succès, il a dû refuser du monde. Donc une nouvelle date arrivera très bientôt, et pour ça vous pouvez le suivre sur son Facebook, Patrice Iacovella Pro. On va se laisser là-dessus. C'est bon cette fois. Merci à toutes. Nous on se revoit dans 2 semaines avec 3 nouveaux invités. Peut-être 100% masculin, on verra, histoire de faire des surprises de temps en temps. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit.